Messieurs les officiers, monsieur le directeur adjoint, chers collègues, chères auditrices et auditeurs, c'est un grand honneur pour moi, pour le jeune docteur que je suis, d'introduire cette journée qui va être consacrée au génie combat dans l'histoire, sous toutes ses facettes, donc de l'Antiquité aux engagements les plus récents. Alors ce colloque, comme il a été dit, va regrouper un panel prestigieux de chercheurs, professeurs, docteurs, doctorants et de militaires qui appartiennent souvent aux deux catégories, et ça c'est important pour la vitalité de la recherche. Et pour parler du génie, qui est une arme méconnue, car peut-être trop modeste. Alors j'espère que cette journée va permettre, pour certains, de découvrir un petit peu la fonction et les réalisations du génie combat à travers l'histoire. Donc suite à l'obtention du prix d'histoire militaire en 2014, le général Leroy, qui dirigeait alors le service historique de la Défense, avait conclu le message qu'il m'avait envoyé pour me féliciter par ces quelques mots. N'hésitez pas à revenir vers vous, le service historique est votre maison. Et je peux témoigner de la véracité de ses propos et de leur pérennité après son départ. Donc je tiens à remercier très chaleureusement M. Pierre Leger, donc le directeur du service historique de la Défense, le colonel Pérez, chef du département recherche, études et enseignement, ainsi que M. Thierry Wiemann, chercheur au service historique, pour l'organisation et aussi, puisque c'est le nerf de la guerre, le financement de cette journée d'études consacrée au génie. Je tiens aussi à remercier mon laboratoire, le Sherpa, qui me permet aussi d'être présent aujourd'hui, pour son soutien. Et puis ma gratitude va aussi, et je tiens à exprimer à nouveau, vers mon directeur de thèse, donc le lieutenant-colonel Rémi Porte, qui le premier a cru en mes travaux et dont l'enseignement me permet aujourd'hui de me tenir devant vous pour introduire cette journée. Alors le génie est consacré depuis l'origine comme une arme savante. Dès l'Antiquité, les soldats de l'armée romaine étaient bien des bâtisseurs autant que des guerriers. Ces deux caractères étaient alors indissociables. Donc M. Xavier Lapré, professeur agrégé et docteur en histoire, va nous présenter le rôle significatif du génie dans cette armée qui a su constituer un vaste empire tout autour de la Méditerranée. En France, plus tard, les savoir-faire des ingénieurs du roi acquirent une grande renommée qui rayonnait donc au-delà des frontières du royaume. Du maréchal de Vauban au général du Portail, père du corps des ingénieurs américains, nombreux furent les sapeurs français à se distinguer et à laisser en héritage des réalisations bien au-delà des aspects purement militaires. Suite à la Révolution en 1789, le rôle joué par exemple par Lazare Carnot, officier du génie dans l'organisation de la levée en masse et les combats de l'armée française, place encore une fois cette arme au premier plan. Donc le professeur Hervé Trévillon de l'Université de Paris 1, directeur de l'Institut des études sur la guerre et la paix, un des pères de l'avènement de la nouvelle histoire-bataille au sein de l'historiographie française, va nous parler du génie et de la révolution du mouvement entre 1794 et 1794. Donc de la polyurcétique à la mobilité et à la contre-mobilité des troupes ou à l'aménagement des territoires en cours de pacification, le génie développe des moyens et des pratiques qui le rendent indispensable, autant pour préparer les batailles que pour stabiliser les conquêtes. L'histoire coloniale de la France révèle sa nature militaire et politique, et les conflits du XXe siècle soulignent son rôle d'expérimentateur au service de l'armée française. Alors, on peut penser par exemple à l'utilisation des ballons captifs, de la transmission, ou même les premiers tests de l'aviation. Au début de la Première Guerre mondiale, le volume de sapeurs nécessaire à la conduite des combats est très insuffisant. Rapidement, leurs tâches sont immenses. Construire, conserver et aménager les fronts, bâtir les abris et les cantonnements, faciliter le transport, réaliser le pontage et les ponts, assurer la gestion des flux d'informations, d'hommes, de matériel, préparer et participer aux offensives, et enfin contribuer à la guerre des murs. Les armes nouvelles comme le lance-flammes ou les gaz de combat sont aussi expérimentées puis mises en œuvre par des sapeurs. Donc le général de Frotin, auteur d'une thèse sur le génie de la bataille de Verdun, soutenue le 4 décembre 2014 au Centre mondial de la paix à Verdun, nous présentera la contribution de cette arme à cette bataille majeure de l'année 1916. Plus tard, la Seconde Guerre mondiale marque le tournant de la modernisation de l'arme du génie en France. À partir de 1943, les héritiers de Vauban se mécanisent grâce aux apports des Américains et des Britanniques et participent
victorieusement à la libération de l'Europe. Ces échanges de savoir-faire ne sont d'ailleurs pas nouveaux entre les génies des différentes nations. De la guerre d'indépendance américaine jusqu'au second conflit mondial, les transferts de savoir-faire, de compétences et de matériel furent une constante entre ces deux nations. À ce titre, j'ajouterai qu'il y a véritablement une histoire partagée qui serait à explorer et à écrire. À partir de 1945, le génie mécanisé va connaître l'épreuve de la guerre révolutionnaire en Indochine, puis en Algérie. Donc le commandant Yvan Cadeau, qui a réalisé une thèse sur l'action du génie pendant la guerre d'Indochine, une action entravée par le manque de moyens et de méconnaissance de l'arme, donc soutenue en octobre 2010 et publiée en 2013 aux éditions du service historique de la Défense, va nous parler de cet exemple d'adaptation, donc d'un corps de génie mécanisé à un génie apte à affronter une guerre de type nouvelle, qu'il juge réussi. Le commandant Romain Choron, qui est doctorant en histoire, travaillant sur les guerres souterraines en contre-insurrection, développera, lui, un autre exemple de l'utilisation du génie dans le cadre de la lutte contre-subversive en Algérie, à travers l'exemple des sections de neutralisation de grottes du génie qui ont été utilisées sur le terrain entre 1959 et 1962. Alors l'histoire du génie en Algérie est aussi un autre manque à combler dans l'historiographie de cette arme, et j'espère que l'intervention du commandant suscitera aussi, pourquoi pas, des vocations dans l'audience. La guerre face à l'Est, durant la guerre froide, puis les opérations extérieures contemporaines, de la guerre du Golfe à l'Afghanistan, confirment l'importance de l'arme du génie. Cette redécouverte cyclique des engagements de différentes natures, maintien de la paix, stabilisation, contre les guerres, etc., qui influe sur ses pratiques, ses doctrines et son organisation. Donc nous aurons le plaisir d'écouter cet après-midi le témoignage du général Jacques Manet, ancien chef de corps du 6e REG, devenu premier REG depuis juillet 1999, qui nous parlera de la surprise stratégique que fut la guerre du Golfe pour l'arme du génie et de l'effort d'adaptation rapide qu'il fallut réaliser sur le terrain pour redécouvrir l'offensive face à une armée de type soviétique sur un terrain désertique. Donc une adaptation qui n'est pas allée sans poser de nombreux problèmes. Cette odyssée de la division Daguet, vue à travers le prisme de l'arme du génie, comporte de nombreuses leçons qui préfigurent les conflictualités, mais aussi les difficultés qui étaient à l'époque à venir. J'aurai ensuite le privilège de vous présenter une partie de mes travaux sur le génie en Afghanistan, portant sur l'adaptation de cette arme face à la menace des engins explosifs improvisés. Donc pour conclure, qu'il me soit permis finalement de partager quelques réflexions supplémentaires. L'histoire militaire n'est pas que le support de la commémoration des faits d'armes du passé. Elle fournit, si les moyens lui en sont donnés, des éléments de réponse pertinents aux besoins opérationnels des armées et de l'outil de défense de la nation. Comme disent nos homologues anglo-saxons, les leçons du passé alimentent les doctrines de demain. Encore faut-il que ces leçons soient captées avec rigueur, méthode, sans a priori, en n'omettant pas une critique des sources et en restant à la pointe des questionnements historiographiques. C'est l'apport fondamental de l'université à l'histoire militaire opérationnelle. L'histoire est un moyen d'apprendre des conflits armés dans toutes leurs dimensions et suppose une démarche proactive pour ne pas laisser se dilapider les leçons qu'elle contient. La captation de l'expérience combattante, comme celle des réformes successives de l'institution, le suivi des filiations des unités, l'analyse des décisions prises aux différents niveaux de commandement, incluant aussi la dimension politique, et la diffusion de l'histoire des engagements récents sont essentiels pour le travail prospectif et l'adaptation des armées aux défis à venir. Alors certes, c'est peut-être une vision utilitariste de l'histoire militaire, sans doute, mais qu'il faut assumer. En 2016, l'histoire militaire doit être comprise et intégrée par l'institution militaire comme un système d'armes à part entière. J'espère que cette journée permettra des échanges fructueux et contribuera à faire ressentir à l'auditeur cette impérieuse nécessité. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole aux premières interventions. Merci.